On a vu comment la confiance impacte nos relations personnelles et professionnelles. On a vu comment fonctionne la confiance avec ses degrés, avec ses niveaux, avec l'échelle de la confiance. Mais il reste un élément important à voir, et on va voir ça maintenant. C'est comment est-ce qu'on va générer cette confiance? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse réellement pour générer cette confiance? Alors, ça, en 4 pas. Hein. Le premier pas, c'est de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de changement sans conscience. Donc la première chose à faire, c'est de savoir si les comportements que nous adoptons génèrent de la confiance ou génèrent de la méfiance. Il faut arriver à comprendre ça pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir changer, comment est-ce que je me situe, comment est-ce que je pense que je gère ma confiance, comment est-ce que je le fais réellement à travers mes comportements, et quelle est la distance entre les deux pour que je puisse éventuellement faire les efforts nécessaires pour corriger ça. Ensuite, identifier les comportements qui favorisent la confiance et ceux qui génèrent la méfiance. Là-dessus, je vais vous passer d'ici peu une liste des 9 dimensions de la confiance. Ce sont 9 leviers sur lesquels on peut agir vers le haut ou vers le bas pour modifier nos relations en fonction de la confiance qu'on génère ou de la méfiance que l'on génère et qui sont directement liés à des comportements. Et l'analyse Star Trust nous permettra exactement de savoir où sont les leviers pour l'instant et où est-ce qu'il faut les mettre pour changer quelque chose. Troisièmement, travailler la communication et le feedback. Et évidemment, la communication et la confiance sont vecteurs l'un de l'autre. Hein. Plus il y a de communication, plus il peut y avoir de confiance, et plus il y a de confiance, plus il y a de communication. Quatrièmement, rester attentif parce qu'il n'y a pas de diplôme définitif pour la confiance. On ne peut pas dire aujourd'hui, ça y est, j'ai établi la confiance, elle est parfaite, et puis demain, il n'y a plus besoin de travailler parce que ça va rester comme ça. Non. Les relations, les comportements changent, le degré de confiance qu'on peut avoir avec les gens dans nos relations change aussi. Donc il faut toujours se remettre en question vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres pour arriver à maintenir et à améliorer la confiance qu'on en a dans notre entourage. Alors, le modèle que je vais vous montrer maintenant sur les 9 dimensions, il est issu d'un tas de recherches académiques, économiques, scientifiques, sociologiques, psychologiques, etc. On a une vingtaine de pages de références. Sur demande, on peut vous envoyer ça peut être intéressant. Voilà, donc, avec toutes ces études et ce temps passé, on a identifié les 9 dimensions de la confiance qu'on présente ici dans le modèle Star Trust. Vous les voyez ici, donc avec à droite la partie en orange, qui sont les comportements, les dimensions qui génèrent de la confiance. Et en bleu, de l'autre côté, c'est la dichotomie, c'est-à-dire quels sont les comportements qui vont générer de la méfiance. Je vais passer chacun d'eux en détail, vous allez voir exactement de quoi il est question. On va commencer par la foi. La foi, la preuve de ce qu'on ne voit pas, je dis bien la preuve. Hein, c'est pas une question de simplement espérer que les choses vont arriver. Donc, quand on a la foi, on est sûr que ça va arriver. On croit sans avoir besoin de voir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir et qui, même comme ça, ne croient pas. Hein. Et la foi nous donne la possibilité de faire le premier pas. La foi, ça a à voir avec l'avenir. C'est pas du tout une dimension religieuse. Hein. Si vous avez ça en tête, oubliez ça. C'est pas une dimension religieuse, c'est une dimension plus psychologique qui nous permet d'accepter l'existence du risque. La foi, c'est la dimension clé pour l'entrepreneur. Il n'y a pas un entrepreneur qui va pouvoir faire un pas en avant s'il n'a pas la foi dans ce qu'il fait, dans son produit, dans ses capacités, etc. Donc, c'est la dimension nécessaire pour faire le premier pas, pour accepter l'existence du risque et pouvoir agir en fonction de ça. À l'inverse, qu'est-ce qu'on a? Le scepticisme. Le scepticisme, c'est qu'on a besoin de preuves, on a besoin de garanties pour tout. On veut surtout pas avancer quand on doute de quelque chose. Bon, vous connaissez tous l'histoire de saint Thomas, mais le scepticisme, c'est fuir l'incertitude et les risques tout le temps. C'est douter avant même de considérer quelque chose. Hein. On va pas se poser la question si ça peut arriver. Tant qu'on n'a pas les garanties, on considère que ça ne va pas arriver. C'est tout à fait l'inverse de la foi avec son acceptation du risque. Pardon. En deuxième, on a l'authenticité. L'authenticité, c'est savoir exprimer sa véritable identité, savoir être soi-même et savoir se montrer de cette manière-là. Hein. Respecter, défendre ses propres valeurs.
c'est exprimer aussi tout ce que l'on ressent. C'est être présent. Et il y a une manière de ne pas être authentique, c'est simplement d'être présent physiquement, mais absent dans la tête. Non, quand on est authentique, on est présent et on est transparent aussi avec les autres. Alors, on a mis comme symbole ici les masques de la tragédie grecque. Vous savez que ces masques étaient faits en cire, hein, et ils étaient destinés à montrer les émotions des personnages. Et quand un personnage éventuellement arrivait sans masque, hein, c'est qu'il ne montrait pas d'émotion, il ne cherchait pas à montrer une émotion différente de ce qu'il avait réellement sur lui. Et les masques en cire, en latin, pour dire sans cire, ça se dit sincera. Et c'est exactement ce qui a donné l'origine de notre mot sincère. Donc sincère, c'est sans masque et sans être, exactement comme le dit la dichotomie, sans être dissimulé derrière un masque. La dissimulation, c'est se faire un film, en gros. C'est créer un personnage, c'est jouer un rôle, c'est être une autre personne, comme on voit bien ici dans cette petite image, hein, de la dissimulation de la part du diable. C'est se montrer d'une manière non authentique afin de susciter l'approbation ou la désapprobation à travers un rôle qu'on joue, c'est pas nous-mêmes. Alors, se dissimuler, c'est aussi mentir, c'est déformer l'information pour se valoriser. C'est ne pas s'exprimer même quand on n'est pas d'accord. Être authentique, c'est s'exprimer, dire exactement qui on est, ce que l'on veut. Et être dissimulé, c'est aussi ne rien dire. Ne rien dire, c'est aussi se dissimuler. Manipuler les autres, se laisser manipuler. Tout ça, c'est de la dissimulation. Ensuite, on passe au pardon. Alors, autant la foi parlait de l'avenir, hein, de la certitude de ce qui va se passer dans le futur, autant le pardon nous parle du passé. Et il nous parle d'une manière très spécifique en disant il faut savoir tourner la page. Alors, il ne s'agit pas d'être une excuse, un oubli, voilà, non. C'est simplement, le pardon, c'est dire, ok, il y a des choses qui se sont passées, je sais qu'elles se sont passées, mais je tourne la page, je ne vais pas en garder rancœur, je ne vais pas rester avec un sac de pierres sur mon dos de tout ce que je garde contre quelqu'un ou contre une association, contre une entreprise, etc. Pardonner, c'est abandonner le ressentiment. Savoir présenter des excuses, mais c'est aussi reconnaître ses erreurs. N'oubliez pas qu'il y a les 3 niveaux dans la confiance. Hein. Confiance en soi, confiance donnée, confiance reçue. Donc, reconnaître ses erreurs et savoir se pardonner à soi-même aussi, c'est important. Le Dalai Lama a une phrase magnifique qui dit « Ne gâche pas ton présent pour un passé qui n'a pas d'avenir ». Donc, le pardon, c'est ça. On ne va pas se charger des fautes ou des erreurs du passé, on va plutôt regarder le présent et l'avenir. S'investir dans une entreprise tout en sachant qu'elle n'est pas parfaite, tout en sachant qu'elle a des défauts, c'est déjà se préparer à pardonner et à travailler avec elle, à travailler en collaboration. Au contraire, la rancœur. On accumule les ressentiments, les griefs. Ah, tu sais, tu te souviens ce que tu m'as fait il y a 12 ans, 3 mois et 4 jours quand tu m'as dit du mal, quand tu as dit du mal de moi en public. Oui. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose certainement qu'on a pu, on aurait pu tourner la page, on aurait pu pardonner, mais ça n'a pas été fait. Pourquoi? Pour de la rancœur. Ruminer des jugements qui empêchent l'action, le changement. Rappeler sans cesse les erreurs du passé. Vous en connaissez des gens comme ça, certainement. Hein, vouloir se venger, ne pas arrêter de dire du mal. C'est la rancœur, donc l'opposé du pardon. Et souvenez-vous que le pardon, c'est un acte que l'on fait pour soi-même, on ne fait pas pour les autres. Si tu pardonnes quelqu'un, souvent, cette personne s'en fiche complètement, savoir si elle est pardonnée ou pas. Mais toi, de laisser tomber cette rancœur que tu charges, que tu as sur ton dos, et cette rancœur, cette charge, hein, et pardonner pour toi-même regarder ton avenir de manière plus sereine, c'est ça, le vrai pardon. Alors, l'empathie. On dit souvent l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Je suis pas d'accord avec cette définition. L'empathie, c'est reconnaître, c'est respecter, c'est accepter les différences, mais on peut pas se mettre à la place de l'autre parce que l'autre, il a une histoire, il a une situation, il a un vécu qui n'est pas nôtre. Je ne peux pas ressentir ce que l'autre est en train de ressentir dans une même situation.
se mettre à la place de l'autre. Si vous prenez l'exemple d'un médecin, un médecin des urgences, si il se mettait à la place de ses patients et qu'ils ressentent leur propre douleur, il tiendrait pas une heure. Par contre, son rôle, oui, c'est d'être empathique, c'est de comprendre, d'accepter le fait que si la personne, elle dit qu'elle a mal, même s'il trouve que normalement elle ne devrait pas avoir mal, il doit accepter qu'elle a mal et c'est ça qu'elle ressent et c'est ça qu'elle exprime. C'est comprendre les sentiments, les émotions, c'est écouter souvent plus que parler. C'est chercher à comprendre ce qui est dans le cœur, dans le cœur de l'autre. Vous voyez que dans l'image que j'ai choisie, c'est un cerveau qui donne la main à un cœur. Le cerveau, c'est celui de la personne qui souhaite être empathique, parce que c'est quelque chose de décider, hein, et de comprendre les émotions de l'autre, de comprendre les sentiments de l'autre. Alors ça ne veut pas dire être d'accord. Faut être bien clair. Je peux très bien comprendre ce que vous ressentez, ne pas être d'accord avec vous, mais je l'accepte parce que j'ai décidé d'accepter ces différences. Ça, c'est de l'empathie. À l'inverse, il y a de l'indifférence. L'indifférence, c'est ne pas identifier, ne pas accepter, ne pas comprendre les besoins de l'autre. Vous voyez, sur cette image, hein, on dit voilà, un test le même pour tout le monde pour être égal. Le test, c'est tout le monde doit monter dans l'arbre. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Le poisson, l'éléphant, l'oiseau n'ont pas du tout les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes capacités. Et évidemment, c'est pas les traiter de manière égale que de faire ça avec eux. C'est ignorer les différences, c'est juger sans essayer de comprendre, c'est ne pas s'intéresser ou chercher à comprendre les différences et leur impact sur les relations et qu'elles peuvent avoir. Et c'est exclure, par définition, exclure a priori ce qui est différent. Ensuite, on a le focus. Alors le focus, c'est très important aussi en matière de confiance, hein. On va voir que la dichotomie, c'est la dispersion. Le focus, c'est agir concentré sur ce qu'on veut. C'est toujours associer les objectifs et les actions, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme. Que tout ce que l'on fait, ce que l'on décide de faire, contribue à un objectif plus grand. C'est comprendre que l'avenir dépend du présent. C'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va définir notre avenir. Hein? Et ce n'est pas se laisser emporter par les circonstances. On verra que ça, ce serait de la dispersion et terminer ce qui a été commencé. Avoir le sens de la fin pour terminer et de la finalité pour que ce soit en contribuant aux objectifs. À l'inverse, la dispersion. Dispersion, c'est changer de priorité sans raison. C'est à partir d'une priorité essentielle, d'un seul coup, on se divise et puis on va faire des tas de choses. Se laisser influencer par les demandes, par les circonstances. On reste focalisé sur le court terme et on perd de vue le long terme et les conséquences sur nos objectifs. On multiplie les priorités. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être multitâche. On peut tout à fait être multitâche. La ménagère qui prépare le dîner du soir, qui s'occupe des enfants, qui est au téléphone avec sa mère et qui nettoie la maison, elle a cet objectif d'avoir une maison bien préparée pour le soir. Et pour ça, oui, il y a différentes tâches à faire, mais ça doit contribuer à sa finalité. Mais elle va pas, au passage, faire d'autres choses qui ne correspondront pas, si elle est focus, hein, elle va pas faire d'autres choses qui correspondent pas à ses objectifs du jour. Hein. Elle va pas se laisser dissiper, va pas laisser dissiper son énergie avec d'autres idées, d'autres motivations qui correspondent pas à ce qu'elle veut vraiment arriver à faire. Ensuite, la responsabilisation. Responsabilisation, c'est exercer sa liberté et majuscule, répondre des conséquences de ses actes et de ses décisions. C'est très important. On peut exercer la liberté. Il y a des gens qui vont nous dire, oui, le libre arbitre, on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Oui, avec plaisir. Mais la confiance exige responsabilisation. Responsabilisation, c'est on décide, on fait, et si ça marche pas, on assume. Si ça marche, bien sûr, on assume. Si ça marche pas, on assume aussi. La responsabilisation, c'est mettre en pratique ces décisions aussi. C'est pas uniquement décider et puis de dire ah oui, on va voir si ça marche ou pas quand les autres le feront. Non. C'est mettre en pratique ces décisions
et c'est aussi respecter le droit des autres de prendre la décision. Encore une fois, confiance en soi, confiance donnée, confiance reçue. Responsabilisation en confiance donnée, c'est respecter le droit des autres de prendre des décisions et leur donner cette opportunité. Donner l'opportunité non seulement de prendre des décisions, mais d'en assumer les conséquences. En termes de délégation, c'est accepter une délégation de pouvoir et la mettre en œuvre. Il ne s'agit pas d'accepter une délégation et de dire « Oh, non, allez, on la met dans le tiroir et on n'en parle plus ». Non. Au contraire, la victimisation. Alors ça, on en voit beaucoup aussi dans la vie, dans la rue. Vous voyez cette personne sur le dessin qui jette les ordures et qui après va se plaindre « Ah, quelle ville sale, la mairie ne fait rien ». Parce qu'elle n'a pas fait sa part. Elle n'a pas pris non plus ses responsabilités en disant « Ah voilà, moi je mets des ordures, donc je ne peux pas me plaindre après ». La victimisation, c'est attribuer ses responsabilités à un tiers. C'est accuser les autres pour ce qui arrive sans se donner une moindre responsabilité. C'est nier les conséquences de ses actes ou de ses décisions. Vous savez, les gamins, ils apprennent ça très tôt. Hein. Quand deux gamins se disputent, la première chose qu'on entend, c'est « Ah, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Non, c'est lui. Non, c'est lui. » Ah oui, c'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. C'est ça, la victimisation, c'est la faute de l'autre. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Il faut toujours que je trouve quelqu'un pour quelqu'un qui soit le coupable. Je rejette ma culpabilité. Non, non, non. Je suis victime des circonstances, je suis victime des autres. Je suis victime de mon chef qui m'aime pas, je suis victime de mon collègue qui veut prendre ma place, je suis victime de mon client qui touche de l'argent de la part de mon concurrent, etc., etc. Il y a toujours un coupable quelque part, c'est jamais moi. Ça, c'est la victimisation. On a ensuite la cohérence. Et la cohérence, j'ai choisi cette image d'une jeune fille qui est en train de faire de l'exercice parce que vous vous souvenez que tous les ans, il y a des gens qui décident le 31 décembre ou le 1er janvier de dire voilà, cette année, je vais au gym club, je vais faire du sport, etc. Et ça dure quoi? Ça dure une semaine, 15 jours, un mois, allez, 2 mois pour les plus courageux. Mais la cohérence, ce serait justement de dire je l'ai dit, donc je le fais. J'agis conformément à ce que j'ai dit. Je respecte les accords et les engagements avec moi-même, mais aussi avec les autres. Ne cherche pas à changer les règles. Hein. Et les Anglais, j'aime bien cette expression, walk the talk. Hein. Walk the talk, c'est exactement, je fais ce que je dis. Je maintiens ma parole, je maintiens mes engagements, même, et je dis bien, même si je pense que je vais y perdre. La cohérence, c'est justement savoir respecter ses engagements, même dans le cas où on peut y perdre. Hein. Et c'est aussi être objectif quant à ses intentions. Ne pas rentrer dans la dissimulation de ne rien dire pour après ne pas devoir faire. Hein. Vous voyez que les dimensions entre elles également se touchent, se rapportent les unes aux autres parfois. Hein. À l'inverse, l'incohérence, c'est exactement le contraire, c'est agir en désaccord avec ce qui est prêché. Hein. On voit le manifestant qui dit ouais, diviser la richesse pour tout le monde, et quand le mendiant lui demande allez, donne-moi ton iPad. Ah, peut-être qu'il va pas le faire à ce moment-là. Hein. Alors, il pourra trouver certainement des tas de raisons pour pas le faire, mais clairement, c'est pas une manière de diviser la richesse. Hein. L'incohérence, c'est également essayer de changer les règles ou de réinterpréter les règles en fonction du moment. Hein. Changer les gamins qui jouent au foot et puis au dernier moment dire ah ouais, celui qui marque maintenant, il a gagné. Ah ouais, mais non, non, parce que voilà, non. Hein. On peut pas changer les règles en fonction du moment, en fonction de ce qu'on veut voir, et on peut surtout pas manquer à sa parole et se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même, c'est le comble de l'incohérence. Hein. Non seulement je me dis quelque chose, je me mens à moi-même, ça n'a aucune importance pour les autres, mais à moi-même, je suis incohérent avec moi-même. Attention à ça. La coopération, c'est privilégier l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. C'est ne pas attendre à un retour personnel avant de contribuer au collectif. En gros, c'est promouvoir la devise « Ensemble, on va plus loin, ensemble, on est plus fort ». C'est savoir partager, c'est savoir promouvoir l'esprit d'équipe. Vous voyez les fourmis ici qui construisent un pont, c'est pas individuellement qu'elles vont arriver à faire ce pont et chacune n'y trouve pas un intérêt
personnel simplement dans le fait de se mettre au milieu et de voir des milliers de petites fourmis leur passer dessus. Hein, mais ensemble, elles arrivent à l'objectif personnel. Au contraire, qui veut tout contrôler, qui veut privilégier le retour personnel à la contribution, fait preuve d'individualisme. L'individualisme, c'est de toute évidence agir chacun pour soi, privilégier son propre intérêt et ignorer les besoins des autres. Vous voyez que quand on dit ignorer les besoins des autres, on fait référence quelque part aussi, vous vous souvenez de l'indifférence. Hein? Donc ça a à voir, une fois encore, il y a des rapports entre ces dimensions, parce que la confiance, c'est un tout. La confiance, c'est comme une toile tissée autour de ces 9 dimensions. Et lorsqu'il en manque une, lorsqu'il y en a une qui fait preuve, où la confiance n'est pas présente, ça met en péril tout l'équilibre. Pour terminer, la 9e et dernière dimension, l'apprentissage, le fait de savoir acquérir de nouvelles connaissances et compétences, c'est également le fait d'accepter la possibilité de se tromper, accepter le droit à l'erreur, la possibilité de se tromper, la possibilité d'arriver à un échec. Hein? Mais c'est nécessaire pour pouvoir apprendre. Un gamin qui apprend à faire du vélo, il tombe. Un gamin qui apprend à marcher, il tombe. Mais il se donne le droit à l'erreur et il réessaye et finalement il y arrive. Hein? L'apprentissage, c'est également savoir considérer la critique comme quelque chose de constructif. Nous faisons des erreurs, mais lorsqu'on prend des décisions, on essaye, on fait des erreurs. Quand on reçoit une critique constructive, il faut la prendre comme une aide à transformer l'erreur en succès. Et quand on dit, attention, quand on dit accepter le droit à l'erreur, ça ne veut absolument pas dire accepter l'erreur. L'erreur, non, l'erreur, il faut la corriger. Bon, si on n'accepte pas le droit à l'erreur, on n'accepte pas le fait de prendre des décisions, on n'accepte pas le fait d'innover, on n'accepte pas le fait de faire des choses différentes. Et quand on est dans l'apprentissage, en confiance donnée, souvenez-vous des 3 niveaux, encore une fois, c'est savoir déléguer des tâches tout en conservant la responsabilité. Je délègue également le droit à l'erreur. Ça veut dire que la personne à qui je délègue la tâche, elle peut se tromper. Je l'autorise à se tromper. Est-ce que ça va me retirer ma responsabilité? Non. Non. Je dois assumer la responsabilité parce que ça fait partie du processus. La dichotomie de l'apprentissage, c'est l'immobilisme. C'est résister au changement, ne rien faire, rester sur place, se résigner à l'échec, c'est nier ses propres failles, ça correspond à l'inertie, je dirais, comme on dit, la peur des transformations, la peur de faire quelque chose de différent, la peur de se tromper, et donc la peur de se tromper, ça implique qu'on ne prend pas de décision et qu'on n'avance pas. On reste dans l'immobilisme. Voilà, donc c'était ça les 9 dimensions, vous voyez. D'un côté, je génère de la confiance en orange, de l'autre côté, je suscite de la méfiance en bleu. Pensez à chacune de ces dimensions. Vous allez voir dans le reste des masterclass, on va les utiliser, on va voir comment au mieux les mettre en œuvre pour transformer les ventes, pour transformer le leadership, pour transformer votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça grâce à ces 9 dimensions et la manière de les utiliser, quels sont les comportements qu'il y a derrière tout ça et comment on peut transformer des relations avec ça.